Bien, merci à toutes et à tous, d'être présents ce soir. Merci, évidemment à Olivier Charlet, président de la Sénat. Merci à Laurent, pour sa présentation et puis merci évidemment à Béatrice, Coularé, puisque c'est grâce, à ces personnes que l'on peut, et notamment Béatrice, que l'on peut être présent, enfin ce soir, rassemblés, dans ce lieu, historique. Construit donc par Jacques Denis Antoine, un architecte, célèbre de Louis XV et c'est finalement l'architecte du roi dont je vais, parler, ce soir. Pour une conférence, issue de ma thèse que j'ai soutenue en décembre dernier, donc je c'est une jeune thèse, et j'ai intitulé cette conférence «Du papier au métal, les académiciens au service de la création des médailles frappées pour le règne de Louis XV». Dans un article consacré à la naissance de la médaille, l'historien que nous connaissons toutes et tous, Michel Pastoureau, rappelle que la médaille se caractérise par sa forme circulaire, son image biface et son absence de couleur, mais qu'elle est aussi et surtout un objet social et politique qui passe de main en main, qui est fait pour être touché et qui doit être regardé de près. Alors que la médaille est un objet permettant de diffuser largement et facilement la politique d'un roi grâce à sa légèreté, grâce à sa rapidité d'exécution, grâce à sa taille réduite, elle est, pourtant restée longtemps un champ d'études fortement délaissé. Et c'est ce corpus métallique destiné donc à marquer les événements du règne de Louis XV qui constitue le cœur de ma présentation de ce soir. Au regard de la myriade de livres et d'articles sur les représentations de Louis XIV et sur les rapports du souverain à l'art en général et à ses médailles en particulier, je ne pouvais pas ne pas mettre justement les 2 volumes dirigés par Ivan Loscoutov, Les médailles de Louis XIV et leurs livres. Le constat est simple, son successeur n'a suscité qu'un modeste intérêt et ces médailles n'ont jamais fait l'objet d'un travail complet. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce désintérêt pour la médaille du siècle des Lumières. D'abord, le XVIIIe siècle est considéré comme étant celui de la fin de la collection de monnaies antiques et du début d'un délaissement de la médaille moderne. Admirateur des monnaies de l'Antiquité, on le sait, Louis XIV tente de les égaler dans les médailles qu'il fait frapper pour son règne. Et puisque le roi a une passion, les grands du royaume l'imitent. Chacun veut alors se constituer une collection de monnaies et faire frapper une médaille à son effigie. La mode des monnaies antiques s'éteint donc progressivement avec la mort du roi. Dans son ouvrage Collectionneur amateur et curieux, publié en 1987, Krzysztof Pomian fait d'ailleurs du XVIIIe siècle l'époque d'un déclin de la numismatique romaine abandonnée par les savants et les amateurs au profit de l'histoire naturelle. Mais il convient de nuancer ce propos, et sinon je n'aurais pas fait ma thèse sur les médailles de Louis XV. Plutôt que la fin des collections de monnaie et de l'intérêt pour la médaille, il faut voir dans le XVIIIe siècle des évolutions dans le rapport que l'on a désormais avec l'objet métallique. On ne collectionne plus la monnaie antique par mode, mais davantage par intérêt scientifique. Et l'autre constat, finalement, qui explique le désintérêt pour la médaille du siècle des Lumières, et c'est ce qui nous concerne plus ce soir, c'est le nombre de médailles frappées pour le règne de Louis XV, qui est 2 fois inférieur à celui des médailles frappées pour son illustre bisaïeul. Alors que 318 médailles de même dimension, c'est ce qu'on appelle les médailles uniformes, sont frappées pour marquer les événements du règne de Louis XIV, seulement 186 médailles le sont pour ceux de Louis XV. Il faut dire que c'est au grand roi Soleil que l'on doit la création de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, institution chargée de créer les monnaies, les médailles, les jetons et les inscriptions sur les monuments publics du roi. Par ailleurs, si Louis XIV est un grand amateur de monnaie antique, Louis XV, lui, on le sait aussi, préfère la botanique et les sciences à la numismatique. Mais, et c'est là qu'il est important de s'arrêter, il a pleinement conscience de l'utilité de la médaille. Par son biais, il pourra diffuser, comme son arrière-grand-père avant lui, ses victoires militaires et ses actions politiques. Ainsi, bien que son intérêt pour la médaille soit moins important que celui de son prédécesseur, il n'en est pas pour autant absent. Et en plus de faire pleinement partie de la politique du souverain, la médaille pénètre également la société culturelle du siècle des Lumières, puisqu'elle est exposée au salon de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Elle est aussi affectionnée par un petit nombre d'érudits qui la classent dans le catalogue de leur collection ou l'exposent dans leur intérieur privé. Enfin, elle est également diffusée par les périodiques de l'époque, alors en plein développement, ainsi que par une littérature extrêmement prolifique. Au travers de cette présentation, je souhaiterais ainsi mettre en lumière un art trop souvent délaissé et pourtant fondamental dans la diffusion du pouvoir, dans l'usage politique de l'image et dans la fabrication de la mémoire.
Ma conférence de ce soir est consacrée donc à la création de ces objets, et plus exactement de leur conception strictement littéraire et mentale par les membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Elle permettra de montrer, je l'espère, comment les médailles françaises, conçues pour le règne de Louis XV, servent le discours politique du souverain en exploitant les nouvelles ressources offertes par le siècle des Lumières. Alors, avant de plonger vraiment au cœur du sujet, je vais revenir un tout petit peu sur le rôle de cette Académie royale, au XVIIIe siècle. Le 24 janvier 1719, l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres reçoit la visite du jeune Louis XV, alors âgé de 9 ans. Pour commémorer l'événement, l'institution fait frapper une médaille où le petit roi est représenté sous les traits d'Apollon, siégeant devant les 9 muses des arts libéraux qui l'accueillent dans un cadre simple et indéfinissable. Les jeunes femmes semblent regarder et écouter le prince, l'une d'elles levant même les yeux au ciel comme si le roi l'inspirait. Celui-ci étant presque devenu sa muse. Bien qu'encore enfant, il est déjà l'ami et le protecteur des arts et des lettres, mais il en est aussi le chef et le guide, ce que souligne la légende au pourtour de la médaille, Dux et Comes, qui peut se traduire par guide et compagnon. L'Académie fait du jeune enfant un futur souverain lettré, patron et ami des belles lettres, dressant ainsi le portrait du monarque idéal. Elle met également en scène le patronage royal dont elle a besoin pour l'accomplissement de ses travaux. Depuis sa création officielle en 1701, c'est en effet à elle que revient le choix des inscriptions publiques et des médailles frappées pour célébrer et commémorer le règne du souverain français. Alors avant d'être l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres sous le règne de Louis XV, et je serai très rapide sur cette question parce qu'il y a eu beaucoup d'études là-dessus, cette institution n'est à son commencement qu'une petite association d'érudits qui se réunissent chez le ministre Jean-Baptiste Colbert afin de travailler à la gloire de Louis XIV, pardon, dans le domaine des arts et des lettres. Charles Perrault, le célèbre poète, devient le secrétaire de cette assemblée que le souverain appelle lui-même la Petite Académie. Ensemble, ils décident de mettre en scène et de conserver les actions du règne du roi par le biais de médailles, de jetons et d'inscriptions sur les monuments publics. En 1701, cette petite académie prend le titre officiel d'Académie royale des inscriptions et médailles et en 1716, celui d'Académie royale des inscriptions et belles-lettres. Elle est désormais une véritable arme institutionnelle au fonctionnement structuré, réunissant l'élite intellectuelle au service de la gloire du roi. Le secrétaire perpétuel de l'Académie, nommé à vie, relate scrupuleusement le déroulement et le contenu des séances dans le registre journal, dont je n'ai pu m'empêcher de mettre des exemples ici, pour d'une part vous montrer à quoi ces archives ressemblent, mais aussi pour rendre un petit hommage aux nombreuses heures que j'ai passées juste à côté à la bibliothèque de l'Institut de France pour dépouiller toutes ces archives qui sont sous microfilm. L'académie, tiens, donc on a le jour, la date, et puis on a le déroulé de la séance relaté de façon très scrupuleuse. L'académie tient ses séances dans la salle des Cariatides du Palais du Louvre, les mardis et vendredis, et c'est lors de ces séances qu'elle choisit la figure et les inscriptions à graver au pourtour et en exergue, ensemble que les académiciens désignent aussi par type. Une fois ce type décidé, une fois donc que ce type, donc cette légende, l'exergue et la figure est décidé, l'Académie le propose au surintendant des bâtiments qui le valide ou non au nom du roi. Et quand il ne le valide pas, eh bien, les académiciens et les dessinateurs le reprennent et le modifient. Cela arrive fréquemment. Quand le type est validé, le dessinateur officiel de l'Académie, ce n'est évidemment pas n'importe qui, mais ça, je n'en parlerai pas ce soir, réalise donc le projet qui est ensuite envoyé à la monnaie des médailles pour la frappe de celle-ci. Dès sa création, l'Académie fait de l'invention des médailles royales l'une de ses tâches essentielles puisque sa finalité est de transmettre à la postérité l'ensemble de son travail par l'intermédiaire de supports pérennes et éternels. Louis XV s'intéressant moins aux monnaies que son arrière-grand-père, les séances académiques sont donc moins régulièrement consacrées à la numismatique qu'elles ne l'étaient sous le règne de Louis XIV, bien que les académiciens du XVIIIe siècle continuent toujours à travailler à la réalisation des médailles royales, puisque celles-ci restent parmi les meilleurs supports pour diffuser la gloire du royaume en France, mais aussi à l'étranger. Les académiciens produisent en effet intensément tout au long du XVIIIe siècle des médailles et des jetons pour des particuliers, des villes et des institutions. Mais finalement, la question que je voudrais me poser d'abord, c'est de savoir qui sont-ils finalement? Qui sont ces académiciens? Est-ce que ceux qui proposent les légendes de médailles sont aussi finalement amateurs, voire même collectionneurs de monnaies antiques? Est-ce que ça a un lien ou pas?
Alors, les académiciens concepteurs de l'histoire métallique du souverain français. Eh bien, déjà, la première chose, c'est qu'évidemment, ces membres, les membres de l'Académie royale des inscriptions, sont tous des érudits qui maîtrisent le latin et les langues anciennes, signe évidemment d'appartenance à un petit groupe d'individus savants et cultivés. Beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs passés par les collèges jésuites, dont l'enseignement est centré sur l'Antiquité. Il n'est donc pas très étonnant de trouver de nombreuses séances consacrées à cette période, notamment à l'étude de monnaies antiques. Certains académiciens en sont eux-mêmes des amateurs, comme l'avocat et collectionneur Charles-César Baudelot de Derval, ou l'abbé Charles d'Orléans de Rothelin. Ils apprécient eux-mêmes l'étude des monnaies antiques, mais ce ne sont pas forcément eux qui proposent les légendes à graver au pourtour des médailles, à frapper pour commémorer les événements du règne de Louis XV. Il semble ainsi que l'on puisse distinguer les académiciens qui ont un goût personnel pour la numismatique de ceux qui travaillent sur ce support parce que finalement c'est la mission qui leur incombe. Plusieurs académiciens proposent en effet une légende et une image lorsque le directeur des bâtiments annonce à l'académie qu'elle doit réaliser une médaille célébrant le règne du roi. Ils se mettent ensuite d'accord sur la proposition à retenir et grâce à la consultation du registre journal, nous avons constaté que durant la première moitié du règne, c'est essentiellement Claude Gros de Boze qui voit sa proposition retenue par l'ensemble des académiciens. Il devient d'ailleurs la figure essentielle dans le choix des types métalliques à partir de 1728 à sa mort en 1753 et je ne peux évidemment pas passer à côté de cette figure tutélaire. Toutes les médailles dont il a fourni les sujets doivent assurer à son nom l'immortalité. C'est ainsi ce qu'écrit Jean-Pierre de Bougainville dans son éloge funèbre de Claude Gros de Boze lorsque celui-ci s'éteint en 1753, après avoir été secrétaire de l'Académie des inscriptions et belles-lettres pendant 37 ans et garde du cabinet du roi pendant 39 ans. Devenu le plus jeune secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1706, à l'âge seulement de 26 ans, il occupe cette charge plus d'un quart de siècle et marque profondément l'institution de son empreinte. Gros de Boze naît à Lyon le 29 janvier 1680. Il fait ses études au collège jésuite de la Trinité, s'établit à Paris dans les années 1700 et devient pensionnaire de l'Académie des inscriptions en 1706 avant d'en devenir le secrétaire perpétuel l'année suivante. Bibliophile et réputé pour son érudition, il entretient une correspondance importante avec de nombreux savants du XVIIIe siècle, comme des noms qui vous sont certainement familiers, l'abbé Jean-Paul Bignon ou l'antiquaire Bernard de Montfaucon. Gros de Boze se voit confier la charge du cabinet du roi en 1723. Et c'est ici une photo du cabinet, une photo que j'ai eu la chance de visiter donc avec le Centre allemand d'histoire de l'art, depuis donc sa restauration. Il se voit donc confier la charge du cabinet du roi en 1723 et ne cesse de l'enrichir grâce à des achats et à des échanges de monnaie auprès de médaillistes de l'époque. De très nombreuses lettres attestent en effet des questions et des demandes d'érudits et de collectionneurs qu'il reçoit tout au long de sa vie au sujet de monnaie antique. Il y a énormément de lettres échangées entre Gros de Boze et des savants de toute l'Europe, conservées donc au cabinet des médailles de la BNF, et certaines sont d'ailleurs numérisées. Fréquentant les salons du temps, investi dans la vie académique du XVIIIe siècle, mondain, savant, Gros de Boze est l'érudit dont tous les médaillistes prennent soin et que beaucoup flattent pour obtenir parfois une monnaie ou une information sur une figure ou une inscription. Et ses connaissances en matière de monnaie antique et de médailles modernes sont reconnues tant en France qu'à l'étranger. Ces lettres sont parfois d'ailleurs assez amusantes puisque au début, on parle un petit peu de la pluie et du beau temps, on s'enquiert de la santé de chacun et puis après, on en vient à l'essentiel, c'est-à-dire échanger une monnaie ou connaître la provenance d'une citation ou une iconographie un peu étrange. Adepte de l'Antiquité, parlant évidemment le latin, maîtrisant l'art de la rhétorique, Gros de Boze choisit toujours les légendes et les figures métalliques de façon à ce qu'elles agissent efficacement sur les spectateurs. S'il réfléchit longuement à l'iconographie de la médaille dont il se voit confier la conception, il s'inquiète également toujours de savoir si le moment à figurer est convenable et d'une importance suffisante pour être mis en image. Gros de Boze en a pleinement conscience. Seule une médaille savamment construite peut agir sur celui qui la regarde et devenir ainsi un outil de stratégie politique efficace. C'est ainsi avec soin qu'il réfléchit et conçoit les médailles du souverain pendant les 46 années où il siège à l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres. Lors de la séance du 12 janvier 1723, il propose un sujet de médaille sur la majorité de Louis XV. Le registre journal rapporte ainsi ce que propose l'académicien. Le roi sera assis sur son trône, tenant en main un globe aux armes de France et recevant un gouvernail semé de lys de la main du régent. Près du trône, on verra d'un côté la justice et de l'autre la paix qui ont fait le caractère particulier de la régence. Gros de Boze fait du règne à venir l'image d'un gouvernement idéal, dirigé par un roi à la fois juste et pacifique.
Il reprend aussi la métaphore du souverain qui tient le gouvernail grâce auquel il pilote seul le navire de l'État. Il n'y a là rien de très étonnant. L'habileté, de Gros de Boz à concevoir des médailles qui conviennent à chaque événement tout en glorifiant la personne du roi et en marquant les esprits du public qui les regarde, lui vaut une reconnaissance certaine de la part du pouvoir royal qui le rétribue financièrement et qui le loge aussi sur le lieu de son exercice professionnel. Gros de Boz habite en effet à l'ancien hôtel de Gramont, situé rue du Coq, une rue adjacente au Palais du Louvre. Donc on est vraiment ici au cœur de tout ce qui se passe finalement ce soir. Il touche également des sommes plutôt généreuses, puisqu'à sa pension d'académicien s'ajoutent plusieurs gratifications pour ses travaux effectués en qualité de secrétaire. Le 10 septembre 1753, Gros de Boz s'éteint à l'âge de 73 ans. L'année suivante, le Journal des Savants consacre plus de 10 pages d'éloges au secrétaire perpétuel, ce qui témoigne de l'importance de celui que la République des lettres vient de perdre. L'auteur rappelle longuement les talents de l'académicien dans de multiples genres littéraires, à commencer par celui des inscriptions. Sa mort marque une profonde transformation dans la conception des médailles du souverain. D'une part, les médailles sont élaborées beaucoup plus rapidement. Et d'autre part, ce n'est plus un seul académicien qui propose le sujet d'une seule médaille, mais plusieurs académiciens qui vont réfléchir ensemble à plusieurs sujets de médailles. La conception des médailles royales est désormais un travail de groupe, comme en témoigne le registre journal le 13 janvier 1751. Monsieur de Bougainville, prenant la parole, a dit que dans cette conférence, on avait décidé que messieurs de la Blétrie, Bellay et Lebeau lui remettraient les différentes listes qu'ils avaient faites des événements susceptibles de médailles, afin qu'il en composât une seule qui pût être présentée à Monseigneur le comte d'Argenson, après avoir eu l'agrément du comité et de l'Académie. Par ailleurs, plusieurs années espacent souvent la conception d'un projet de médaille. En effet, alors que du vivant de Gros de Boz, on réalisait en moyenne 2 médailles par an, en 1765, par exemple, une seule médaille est conçue et il faut attendre l'année 1769 pour la conception de la médaille suivante. Plus aucun académicien n'est en mesure de consacrer autant de temps et de minutie à l'élaboration des médailles. Cela peut s'expliquer par deux raisons. D'une part, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'intérêt pour les médailles se transforme, devenant celui de quelques particuliers véritablement connaisseurs et numismates. D'autre part, il n'y a plus d'académiciens aussi passionnés de numismatique que ne l'était Gros de Boz. Cette génération d'académiciens est marquée par le goût pour l'hellénisme, les débuts de l'épigraphie et l'archéologie naissante en tant que discipline scientifique caractéristique de la seconde moitié du XVIIIe siècle en France. Travaillent ainsi régulièrement ensemble à l'élaboration des médailles le professeur d'éloquence Jean-Philippe René de la Blétrie, l'helléniste Anicet Mello, l'abbé et professeur de rhétorique Charles Batteux et l'abbé Augustin Bellet, passionné d'antiquité et grand connaisseur en numismatique, qui voit l'archéologie en tant que discipline scientifique. On relève également le célèbre archéologue, homme de lettres et graveur, que certains ici connaissent très bien, Anne-Claude Philippe de Caylus, qui devient membre honoraire de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres en 1742. En 1747, Jean-Jacques Barthélemy entre à son tour à l'Académie et devient un grand ami de Caylus. Ils se rendent tous les deux au dîner qu'organise Claude Gros de Boz, chez lui, de son vivant bien sûr, et les trois hommes y discutent de numismatique, de langue ancienne et d'histoire antique. Caylus s'attache au style et aux conditions de fabrication des objets qu'il souhaite remettre dans leur contexte historique. Sa démarche scientifique et laïque l'amène à vouloir protéger et sauvegarder les antiquités gauloises auxquelles il s'intéresse et qu'il voit comme des témoignages d'une culture passée. Possédant un cabinet à la grande variété typologique, il ne collectionne pas de monnaie et les étudie assez peu, mais il reconnaît leur utilité historique. L'abbé Jean-Jacques Barthélemy travaille lui aussi aux médailles du souverain français. Alors, archéologue et polyglotte, il ne possède lui non plus pas de collection personnelle de monnaie antique ou de médailles, mais devient garde du cabinet des médailles du roi en 1753. Donc, il succède à Claude Gros de Boz et correspond lui aussi avec de très nombreux intellectuels comme Mariette ou Winkelmann, pour ne citer qu'eux. De 1755 à 57, il effectue le plus important et fastueux voyage à la recherche de monnaie antique en passant par Lyon, Marseille, Gênes, Rome, Herculanum, Pompéi. Comme Caylus, de 24 ans son aîné, il s'intéresse aux monnaies grecques, délaissées jusqu'alors pour les romaines. Il étudie la monnaie en tant qu'objet scientifique en préconisant l'étude du métal, des caractères des légendes et du style. L'archéologie nationale émerge et l'on souhaite désormais replacer les objets dans leur contexte géographique et historique. Dans ses mémoires, Barthélemy relate la rigueur que lui impose Gros de Boz pendant ses années de formation, avouant même la difficulté avec laquelle il s'y plie et témoignant de la sévérité de son maître. Et je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre un petit extrait.
Je me levais à 5 heures et je travaillais. J'allais chez Monsieur de Bose à 9 heures, j'y travaillais jusqu'à 2 heures, et quand je n'y dînais pas, j'y retournais et je reprenais mon travail jusqu'à 7 à 8 heures. Ce qui me coûta le plus, ce fut de m'assujettir à sa laborieuse exactitude. Quand je sortais de son cabinet à 2 heures pour y revenir à 4, je laissais sur le bureau plusieurs volumes ouverts parce que je devais bientôt les consulter de nouveau. Je m'aperçus dès le premier jour que Monsieur de Bose les avait lui-même replacés dans les tablettes. Lorsque je lui présentais un aperçu de mon travail, j'avais beau l'avertir que je l'avais tracé à la hâte, comment pouvais-je échapper à la sévérité d'un censeur qui mettait les points sur les i, moi qui souvent ne mettais pas les i sous les points. Il s'impatientait d'un mot déplacé, s'effarouchait d'une expression hardie. Tout cela se passait avec assez de douceur, il adoucit quand même un peu son propos, même si heureusement Claude Gros-de-Boz est mort. Quelquefois avec un peu d'humeur de sa part, avec une extrême docilité de la mienne, car je sentais et je sens encore que sa critique m'était nécessaire. Finalement, il était dur, mais c'était pour son bien. Parmi les académiciens qui travaillent aux médailles royales de la toute fin du règne, on compte également le philosophe Jean-Pierre de Bougainville, qui est le beau-frère, le frère du célèbre explorateur. J'ai un trou, je ne sais plus si c'est son frère ou son beau-frère. L'historien Charles Lebeau, l'abbé Charles Gaspard Michel Leblond et Louis-Georges de Bréquigny, historien admis à l'Académie en 1759 et dernier élu sous le règne de Louis XV, qui assiste à la dernière séance de l'Académie le 5 août 1793, avant sa dissolution par la Convention. Nous pouvons constater donc que les médailles du règne de Louis XV sont conçues par des académiciens qui s'intéressent à l'histoire et à l'archéologie en tant que discipline scientifique. Ils ne sont ni collectionneurs ni médaillistes, mais accomplissent la tâche qui leur incombe en tant que membres de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres. Ainsi, finalement, leur goût personnel n'interfère pas dans leur manière de travailler, et ceux qui travaillent aux médailles du roi ne sont pas pour autant des passionnés de numismatique. On peut donc nettement distinguer la monnaie antique, étudiée à l'Académie comme témoignage culturel et historique, de la médaille moderne, conçue comme outil stratégique pour célébrer et perpétuer les événements du règne du roi. Alors pour rentrer un petit peu plus dans les détails, j'aimerais m'arrêter sur la conception, en tout cas sur la façon dont ils conçoivent leurs légendes, puisque si le profil des académiciens au service donc de l'histoire métallique de Louis XV est désormais mieux connu, il convient de se demander comment ces derniers choisissent les légendes à graver sur les médailles royales, afin que celles-ci délivrent un discours qui propage et qui glorifie la politique et l'image du roi, tout en étant toujours le plus véridique possible. Il revient aux académiciens de faire preuve de clarté, de convenance et de justesse. Dès l'Antiquité, plusieurs rhéteurs considèrent qu'un bon et juste récit doit être bref, c'est-à-dire clair et dépourvu d'ornements superficiels. Au XVIIIe siècle, la clarté est toujours essentielle aux yeux des académiciens afin d'offrir aux souverains et aux spectateurs un propos historique lisible et rigoureux. Il faut donc parvenir à relater les faits comme ils se sont produits, sans pour autant porter atteinte à la grandeur royale. Les académiciens accordent une grande importance à la clarté du propos, afin que toute ambiguïté soit évitée. Ainsi, les légendes qui pourraient délivrer un discours confus et laisser place à plusieurs interprétations ne sont pas retenues. Ils s'attachent également à la question de la convenance. Ils doivent en effet adapter aux légendes le décorum qui convient, c'est-à-dire que les légendes correspondent le plus parfaitement possible à la personne du souverain et au contexte de l'événement. Afin que la convenance soit parfaitement respectée, les médailles sont mûrement réfléchies et quand cela est possible, elles sont conçues avant que l'événement à célébrer ait lieu. Les grossesses royales sont par exemple l'occasion de pouvoir réfléchir en amont au sujet et aux légendes à graver. Lors de la conception de la médaille pour les couches de la reine, en juin 1727, les académiciens prévoient deux types. L'un qui pourrait convenir si une fille venait à naître, l'autre qui conviendrait dans le cas où ce serait un garçon. Il s'agit du premier enfant de Louis XV et de Marie Lesinska, et l'espoir qu'un héritier mâle voit le jour est grand. Le registre journal rapporte ainsi: si c'est une princesse, il ne faut qu'une simple médaille sur la fécondité. Mais, comme ce pourrait être un prince, ainsi qu'on le souhaite ardemment, on peut marquer que sa naissance ne fait pas seulement le bonheur de la France, mais celui de l'Europe entière. On comprend bien là qu'ils veulent un héritier. Le 14 août 1727, la reine accouche, malheureusement, non pas du garçon tant attendu, mais de deux petites filles, les jumelles Marie-Louise Élisabeth et Anne-Henriette de France. Lors de la séance du 29 août, Gros-de-Beauce propose alors de représenter la personnification de la fécondité vêtue à l'antique, tenant un enfant dans chacun de ses bras avec au pourtour la légende Fecunditas Aug, que l'on peut traduire par Auguste fécondité. Ce projet est accepté par l'ensemble des académiciens et exécuté en médaille la même année. Et on peut souligner dans le registre journal la déception des académiciens quand ce sont deux jumelles qui naissent.
Comme pour un monument, ils établissent un plan, d'abord mentalement, puis à l'écrit, et ensuite parfois sous forme de schéma, comme celui réalisé le 29 août 1727 pour la médaille sur la naissance de ces deux petites jumelles. Alors, il ne s'agit ici ni d'un croquis rapide, ni de figures esquissées, mais d'une description précise de ce qui devra être représenté sur la médaille. Le texte s'inscrit dans un cercle tracé au compas, permettant ainsi de placer chaque élément tel qu'il devra l'être sur le métal. Cela permet certainement aux académiciens de mieux prendre conscience de leur projet, mais aussi d'indiquer précisément ce qu'ils souhaitent aux dessinateurs de l'académie. À l'exergue, la légende latine signifie les jumelles royales nées le 14 août 1727. Les académiciens veulent être au plus proche des faits, jusqu'à l'indication temporelle en exergue avec mention complète du jour et du mois. La date est ici inscrite parce que l'événement a désormais eu lieu, mais il arrive que la médaille soit définie avant que l'épisode se soit déroulé. Dans ce cas, la date est à compléter. Par exemple, pour le sacre du futur Louis XVI, le registre décrit l'iconographie et la légende, mais la date reste incomplète, puisque les académiciens ignorent encore la date exacte auquel l'événement aura lieu. Inscrire finalement les dates exactes, rendre les faits comme ils se sont produits, faire preuve de la plus grande convenance possible, sont des procédés appliqués par les académiciens à faire preuve de justesse. Afin de faire preuve de justesse, pardon. Bien que des personnifications servent à établir des allégories plus ou moins complexes pour représenter les événements importants du règne, la préoccupation récurrente des académiciens est la vérité historique. Il faut être systématiquement au plus près de la réalité, surtout lorsqu'il s'agit de représenter un moment particulier comme le sacre ou la remise d'un ordre de chevalerie. Souvent tirées d'auteurs de l'Antiquité, les légendes doivent également être adaptées à la personne du roi et au contexte de l'événement que célèbre la médaille. Alors, cette antiquité est omniprésente. C'est la période glorieuse qu'il faut imiter, égaler, voire surpasser. Mais si elle est un modèle, il faut toutefois pouvoir l'adapter à la personne du roi tout en faisant preuve d'exactitude et de clarté dans la manière de relater les événements du règne. On trouve alors des légendes mêlant le latin et le français de manière à imiter la grandeur des anciens, tout en l'adaptant de façon à être compris sans difficulté par un large public. Le registre journal confirme en effet l'attachement à l'Antiquité puisque dans leurs propositions de légendes, les académiciens citent régulièrement des extraits d'auteurs antiques. En 1717, un vers tiré de l'Énéide de Virgile est repris pour la légende de la médaille célébrant l'éducation du roi. Lorsqu'Énée demande à la Sibylle le moyen de revenir vivant des enfers, la prêtresse lui répond Accipe quae peregenda prius, qui peut se traduire par Apprenez ce qu'il faut faire pour y parvenir. Cette phrase, reprise par les académiciens pour la médaille du souverain, signifie que c'est par l'apprentissage que l'on parvient à ce que l'on veut. La figure d'Énée est ainsi érigée en exemplum pour le petit roi, invité à faire preuve de rigueur et de patience pour devenir un souverain sage et bon. La même année, les académiciens reprennent un vers de Lucrèce pour l'une des médailles glorifiant les progrès du jeune monarque. La légende, vis animi cum corpore crescit, peut se traduire par sa force d'âme croît à mesure que grandit son corps. Animi n'étant pas ici à comprendre comme l'âme chrétienne, mais comme le cœur, la vaillance. Ainsi, l'association de vis, la force, et de animi, le courage, le cœur, souligne le courage du jeune dauphin qui ne fait que progresser avec les années. Les académiciens ne donnent pas la primauté à un auteur antique plutôt qu'à un autre, mais s'inspirent à part égale, et surtout au début du règne de Louis XV, des auteurs les plus connus et les plus édités du XVIIIe siècle. Et je renvoie pour ces questions aux ouvrages, aux travaux de Chantal Grel. Il s'inspire également de la manière et du style antique en reprenant certaines légendes monétaires impériales. Sur la médaille marquant la suppression de la chambre de justice, la légende Indulgentia Principis peut se traduire par indulgence du prince. L'indulgence désignant la clémence, celle-ci étant depuis la Renaissance considérée comme la vertu morale essentielle du bon prince dans son exercice du pouvoir. Et c'est finalement un roi clément, c'est la clémence qui permet à un roi de se distinguer d'un tyran, hein, d'un souverain cruel. Cette légende reprend la formule Indulgentia Augusti que l'on trouve déjà sur les monnaies romaines du IIe siècle. À titre d'exemple, il est possible de relever un sester d'Adrien avec la personnification de l'indulgence au revers ou un auréus de Posthume avec la légende qui signifie la pieuse indulgence de l'empereur Posthume. Et je remercie Dominique Hollard de m'avoir envoyé ces deux images au moment où je préparais donc ma thèse. Si les académiciens s'inspirent de la littérature et de l'iconographie monétaire antique, ils s'inspirent également de la langue latine elle-même en cherchant à l'imiter.
Ainsi, sur plusieurs médailles comme celle commémorant la naissance du dauphin en 1729 ou celle sur la statue équestre du roi sur la place Louis XV en 1763, ce n'est pas Paris qui est inscrit en exergue, mais Lutetia. Il pousse également l'imitation antique jusqu'à latiniser certains mots et noms inexistants dans la langue des anciens. C'est par exemple le cas de la médaille marquant la construction du port de Briançon en 1722. En exergue, on lit Arx Brigantione, suivi de l'année qui signifie, enfin Condita Filippo Regente, suivi de l'année qui signifie la citadelle de Briançon construite sous la régence de Philippe en 1722. La ville de Briançon n'existant pas encore sous cette dénomination durant l'Antiquité, le nom Brigantione est une pure invention mimétique des académiciens. Ces derniers préfèrent inventer un nom latin afin de ne pas trop s'éloigner des traditionnelles légendes antiques, tout en laissant ce nom proche du français dans le but d'éviter tout risque d'incompréhension et de confusion avec un autre lieu géographique. Plus que la qualité de la langue, c'est sa compréhension qui est recherchée. Si les médailles royales doivent s'adresser à tous, l'ensemble des académiciens tentent de s'approcher le plus possible de l'exactitude latine. Mais quand cela devient malaisé, le latin s'adapte. Il existe ainsi également des légendes mêlant le latin et le français, toujours dans un souci de lisibilité et de clarté, comme sur l'exergue de la médaille célébrant les préliminaires de la paix entre l'Espagne et l'Angleterre, signée à Paris le 31 mai 1727, où les abréviations de Lutèce et de Paris sont toutes deux inscrites en exergue, qui signifie préliminaire, signé à Paris le 31 mai 1728. Ce maniement habile et éloquent de la langue latine n'est évidemment possible que parce que les académiciens en sont d'excellents connaisseurs. C'est uniquement ces jeux de mots en fait sont possibles que parce que ce sont d'excellents latinistes. Ils peuvent ainsi jouer avec le latin, simplifier, franciser ou latiniser certains noms par souci de clarté, démontrant ainsi leur culture, leur maîtrise de la langue latine, ainsi que leur capacité d'inventio et d'adaptatio au service de la stratégie politique de Louis XV. Je voudrais maintenant terminer cette conférence par un troisième et dernier point et m'attarder donc sur la façon dont ils vont narrer l'histoire du prince au siècle des Lumières en créant donc des images stimulantes. Maîtrisant donc les règles de l'art oratoire, comme nous l'avons vu pour les inscriptions qu'ils choisissent, les académiciens en appliquent aussi les procédés pour les figures qu'ils conçoivent. Ils trouvent des arguments qu'ils adaptent à la personne du roi et au contexte de l'événement que célèbre la médaille, et pour susciter l'intérêt du spectateur et fixer les images dans sa mémoire, ils forment un discours à la fois harmonieux, cohérent et structuré. Chaque ornement métallique est donc pensé et réfléchi pour former un décor en acte, efficace et qui fasse sens. Alors depuis le règne de Louis XIV, les académiciens ont pleinement conscience de l'impact politique et visuel qu'exercent les médailles. En 1754, ils rappellent d'ailleurs qu'elles sont des monuments, je cite, pardon, je pensais que j'avais mis la citation, pardon, qu'elles sont donc des monuments durables ou de nature à se multiplier et à se répandre, pouvant influer en partie sur le jugement que les étrangers et la postérité porteront du goût de notre siècle et de notre nation. Donc il y a vraiment cette pensée, c'est ce qui vraiment les guide, je pense, tout au long de la conception de ces médailles, c'est qu'elles vont rester, en fait. C'est que ce sont des événements, des monuments, en fait, pérennes. Elle use alors de procédés visuels de manière à ce que l'image métallique narre la gloire du roi. La contrainte de la forme à la fois petite et circulaire de la médaille devient donc un enjeu de taille, sans mauvais jeu de mots. Il revient aux académiciens de faire preuve d'économie, tout en tenant compte de l'importance sensible du détail sur une œuvre observée de près. Alors, objet de plusieurs discours sur l'art au XVIIIe siècle, et je ne m'attarderai pas trop sur cette question, Daniel Arras en a bien mieux parlé que moi, le détail est considéré par la plupart des théoriciens de l'époque comme un surplus insignifiant, voire dérangeant. En 1757, Antoine-Joseph Pernetti le définit par exemple comme correspondant, je cite, aux petites parties d'une figure ou un objet ou autre objet que les peintres et graveurs ne doivent pas s'amuser à retenir dans les figures en petit et qui paraissent dans le lointain, puisque les détails ne se remarquent pas une fois l'œuvre achevée. Rares sont d'ailleurs les connaisseurs du XVIIIe siècle qui ne condamnent pas la représentation picturale des petits détails traités avec une précision excessive. Si le détail pictural est ainsi virulemment critiqué, le détail métallique semble, lui, échapper à ce jugement puisqu'il occupe une place légitime sur la médaille. Conçu en effet pour être regardé de près,
La médaille donne au petit une grande portée, à la fois politique, historique, artistique et affective, où le détail métallique fait sens et où la proximité avec les figures suscite un rapport intime à l'œuvre. Les académiciens, ayant pleinement conscience que la médaille ne peut être lue qu'au creux de la main, pour reprendre le titre d'une exposition qui avait eu lieu au musée d'Orsay en 2012, ils accordent donc une importance particulière à la représentation de chaque figure et de chaque détail. Ils en usent toutefois avec parcimonie et efficacité, puisque la forme circulaire et le champ réduit de la médaille limitent les possibilités de représentation. Par ailleurs, on remarque l'absence de toute ornementation qui pourrait distraire l'attention du regardeur et nuire à sa compréhension de la scène. Celle-ci est recentrée sur le personnage principal de cette histoire relatée par la médaille, le roi. L'histoire par les médailles est avant tout celle du souverain, qui doit être le sujet même de la composition métallique. Sur la médaille marquant... Si, voilà, j'avais mis la citation, c'est ce qui me semble. Sur la médaille marquant les préliminaires de paix entre l'Espagne et l'Angleterre, signée à Paris le 31 mai 1727, Mars et Minerve se serrent la main devant un olivier sur lequel sont suspendus les boucliers du Saint-Empire, de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre et de la Hollande. Au pied de Minerve, on remarque une minuscule chouette, attribut de la déesse, qui n'est pas mentionnée dans le registre journal. Il est possible que Louis de Boulogne, alors dessinateur officiel de l'Académie chargé d'exécuter les projets de chaque médaille, ait pris lui-même l'initiative d'ajouter le petit animal qui vient confirmer l'identité de la déesse. La chouette devient alors un détail stimulus qui amuse et sollicite le spectateur qui ne peut percevoir l'oiseau à moitié caché dans les plis du vêtement de la déesse et de la sagesse, de la déesse, de la sagesse et de la ruse, qu'après une observation attentive de l'œuvre métallique. Source d'étonnement et de plaisir, il souligne aussi le travail créateur et l'ingéniosité de l'artiste qui se permet l'ajout d'un détail ne venant pas nuire à la compréhension de la scène, mais permettant au contraire d'en renforcer le sens. Sur la médaille marquant la victoire de la France contre les Piémontais à Guastalla, le 19 septembre 1734, le centre de la composition est occupé par la personnification de la victoire, qui dépose une couronne sur un trophée d'armes et de drapeaux conquis, élevé sur un amas de canons et de mortiers. Au fond, on distingue, ça va. On distingue un vieillard à moitié couché qui lève la main droite dans un geste de supplication en direction de la victoire. Sous son bras gauche, il tient une urne versante sur laquelle est inscrit dans un format minuscule le mot Éride, que vous voyez donc ici, pour Eridanus ou Éridane, qui nom d'un dieu fleuve dans la mythologie grecque que plusieurs auteurs antiques identifient au pot. Cette figure de vieillard barbu tenant une urne est la personnification traditionnelle d'un fleuve, mais l'inscription est minuscule. Celle-ci n'est lisible qu'après une observation minutieuse et désigne ici spécifiquement le Pô, rappelant ainsi le lieu géographique de la bataille qui s'est déroulée en Italie, dans la ville de Guastalla, traversée par ce fleuve. Ce qui pourrait être un simple décor devient donc un indice, voire une clé de lecture. La restitution de ces détails métalliques témoigne de la maîtrise technique des artistes médailleurs qui parviennent à faire preuve d'une grande précision dans le métal. Elle rappelle également les pratiques de réception de la médaille qui lui sont tout à fait spécifiques. En effet, elle invite le spectateur à être actif dans son observation puisque ce n'est qu'en manipulant l'objet de métal qu'il peut parvenir à la compréhension de son image. Du degré d'implication du regardeur dans la réception de l'objet dépend donc l'efficacité de la médaille puisque sa compréhension n'est possible que si celle-ci est touchée et observée de près. Ainsi, elle s'adresse tout autant à l'œil qu'à la main et à l'esprit. Placer judicieusement les détails sur les médailles afin de solliciter le regardeur est un enjeu pour les concepteurs de ces images. L'autre défi qu'ils doivent relever est de parvenir à représenter sur une seule image une histoire de plusieurs heures, voire de plusieurs jours sur un petit support circulaire. Michel Pastoureau insiste d'ailleurs sur cette spécificité de la médaille lorsqu'elle apparaît au Moyen-Âge. Image d'un type tout à fait nouveau, elle est en rupture avec les catégories d'images qui l'ont précédée. En effet, si d'autres objets circulaires existent déjà, tels que les monnaies et les sceaux, il s'agit d'objets économiques avant d'être des objets artistiques. À l'époque, c'est surtout dans le vitrail et dans l'émail que l'on trouve des images circulaires, mais avec la médaille, on assiste pour la première fois à une œuvre d'art circulaire, mais aussi sans couleur, petite, légère, fabriquée en grand nombre, et qui déplace les codes iconographiques conçus pour des images rectangulaires et en couleur. L'image circulaire de la médaille est alors un défi géométrique pour les artistes qui les conçoivent. Les académiciens font preuve de brièveté et d'économie dans les scénettes qu'ils choisissent de faire graver dans le métal. Par économie, il faut entendre l'art de persuader rapidement et efficacement le regardeur.
S'ils choisissent une image brève de façon à ce qu'elle délivre immédiatement le déroulement de l'événement, ils se préoccupent aussi du moment précis à retenir et à représenter de celui-ci. Ils doivent savoir mettre en scène le bon moment pour faire preuve de convenance dans leur représentation et pour figurer le déroulement d'un événement de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, en une image unique et fixe qui doit être immédiatement reconnue par les regardeurs. Chaque détail sert ainsi l'éloquence du discours et l'image ne peut raconter une histoire que si le spectateur la comprend et identifie. Il ne faut donc pas simplement que l'image capturée sur la médaille montre, il faut qu'elle raconte. Sur la médaille marquant la cérémonie de promotion des chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit dans la chapelle de Versailles le 3 juin 1724, on voit le moment précis où le souverain, vêtu en costume de grand maître, assis sur un trône surmonté d'un dais fleur d'Élysée, avec l'écusson de France, passe le collier de l'ordre au cou d'un chevalier agenouillé devant lui. Les académiciens se veulent les fidèles témoins de l'événement et être au plus proche des faits. La remise du collier par le souverain à un chevalier représente ainsi une sorte de résumé de l'action, ainsi que le point culminant de l'événement, le moment le plus important et le plus attendu. Il existe d'ailleurs des similitudes iconographiques entre la représentation métallique et la représentation gravée par Jacques Rigaud de ce même événement. Je vous ai mis un détail ici. Mais la médaille ne retient que le moment déterminant de l'événement. Par souci de place, il n'y a pas 4 chevaliers agenouillés devant le roi, comme dans la gravure de Rigaud, pardon, mais un seul, et le décor se limite à la figuration d'une voûte et d'un crucifix permettant ainsi d'identifier le lieu géographique de l'événement. L'instant que les académiciens veulent fixer sur la médaille rappelle la théorie de Diderot sur l'unité dont doit faire preuve l'artiste dans son œuvre. Dans ses essais sur la peinture, publiés en 1765, le philosophe explique en effet qu'un artiste, je cite, n'a qu'un instant et qu'il ne lui est pas plus permis d'embrasser 2 instants que 2 actions. Il y a seulement quelques circonstances où il n'est ni contre la vérité, ni contre l'intérêt, de rappeler l'instant qui n'est plus ou d'annoncer l'instant qui va suivre. Diderot considère ainsi que l'artiste doit parvenir à concilier la contrainte de l'instant avec la nécessité de raconter plus, tout en faisant preuve de clarté et de variété. Il insiste d'ailleurs sur l'importance de représenter le bon moment et ne manque pas de critiquer virulemment les artistes qui n'y parviennent pas. Le choix de l'instant à peindre est déterminant, c'est lui qui fait qu'un tableau est bon ou mauvais, et tout comme Lessing ou Dubos, Diderot considère que savoir peindre consiste à savoir judicieusement saisir un instant. Ne saisir qu'un instant parmi tant d'autres permet également de solliciter le spectateur et de susciter sa curiosité. En effet, l'artiste sous-entend généralement que la scène continue au-delà de ce qui est représenté, soit en tronquant une partie du décor, comme c'est le cas sur la médaille marquant la construction du phare de Cordouan, où le paysage semble s'étendre au-delà de la scène représentée, soit en plaçant un élément décoratif dans le lointain, donnant ainsi également de la profondeur à l'œuvre. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, Minerve montre au jeune roi le temple de la gloire qui est au fond de la représentation. Il arrive très souvent qu'un personnage désigne le lointain du doigt. L'économie sert ainsi la narration. C'est le cas de la médaille sur l'instruction du roi où Minerve montre au souverain le ciel invisible à l'œil du spectateur. Sur la médaille célébrant la médaille de Parme, sur la médaille célébrant la bataille de Parme, où Mars brandit son javelot qu'il s'apprête à lancer dans un lointain invisible, un lointain en dehors de la composition, ou encore sur la médaille marquant la campagne d'Italie où Hercule s'élance pour escalader les Alpes, les parois montagneuses s'étendant bien au-delà de la surface métallique. Ainsi, tout n'est pas montré, et le regardeur doit faire preuve d'imagination pour concevoir ce qu'il se passe après la scène figurée. Sur la médaille, réalisée en juin 1722 pour commémorer le sacre de Louis XV à Reims, le 25 octobre de la même année, le roi est agenouillé devant l'archevêque Armand-Jules Guéméné qui tient la sainte ampoule d'une main et oint le front du souverain de l'autre. À gauche de l'évêque se tiennent les prélats et dans le fond, à droite, des gentilshommes. Le rendu des détails permet de pallier l'absence de couleur. Ainsi, chaque participant est reconnaissable à la perruque qui le coiffe, à la tenue qu'il porte et aux bijoux qui le parent. On distingue ainsi, même si cette représentation n'est pas extrêmement minutieuse, on distingue ainsi la croix à 4 branches au cou du grand prieur de Saint-Denis, l'épée de Charlemagne tenue par le maréchal de Villars qui se trouve ici, et bien évidemment le grand manteau de velours bleu fleur d'Élysée doublé d'hermine porté par le souverain.
Les voûtes en plein cintre, les hauts chandeliers et le grand crucifix restituent minutieusement le décor de la cathédrale. Les marches sur lesquelles s'est agenouillé le roi indiquent que la scène se déroule dans son cœur. La cérémonie de sacralisation est l'événement le plus important du règne, puisqu'elle légitime et affirme le pouvoir du souverain. Elle scelle également son union avec l'Église, faisant de lui le roi de droit divin. Ainsi, de nombreux auteurs relatent les différentes étapes de ce cérémonial d'importance et plusieurs artistes mettent en image mettent en image ce passage extrêmement important du règne et ces derniers privilégiant évidemment le moment de l'onction. S'il existe bien des similitudes iconographiques entre ces trois œuvres et la médaille qui permettent de reconnaître le même événement, le point de vue choisi par l'artiste diffère dans la médaille. Ça, c'est le détail de l'image, où on voit le roi agenouillé. Enfin, le détail de la gravure, pardon. Et ça, c'est la médaille, que j'aurais dû mettre à côté. Le point de vue donc choisi par l'artiste diffère dans la médaille. Dans les œuvres peintes et gravées, l'importance historique et politique de l'événement est soulignée par la présence de la foule, par la somptuosité des parures et par la magnificence des décors. La scène de la réception de l'onction elle-même devient presque écrasée par la masse des figures. Dans la médaille, la position des gentilshommes et des prélats permet de laisser place au seul acte de la réception de l'onction lui-même. La scène se focalise sur le moment essentiel du sacre et la médaille cristallise le souvenir visuel de l'événement. Plus qu'un souvenir visuel, la médaille en est aussi et surtout le souvenir matériel. Objet qu'il est possible de tenir en main, c'est aussi la médaille qui fut distribuée par les héros d'armes aux spectateurs de l'événement après la cérémonie des onctions, dans la nef et dans le chœur. La médaille devient donc un objet de souvenir qui intègre la mémoire même de l'image et peut ainsi être qualifié de souvenir témoin, pour reprendre l'expression d'Erwin Panofsky. Si les académiciens parviennent à rendre l'épisode représenté identifiable grâce à l'insertion de plusieurs détails éloquents et des scènes judicieusement choisies et mises en image, il s'agit également pour eux de rendre l'idée de narration sur les médailles. Celles-ci sont ainsi l'espace et la mise en image d'un instant de la vie du roi. Mais afin de montrer qu'il ne s'agit que d'un instant, il faut que l'image métallique fasse preuve de narration et sous-entende que l'histoire continue par-delà l'espace circulaire. Et ce sera mon dernier point. Dès la Renaissance, théoriciens de l'art et artistes s'intéressent à la manière de représenter l'idée de mouvement dans l'œuvre d'art visuel. Alberti écrit que le plus grand problème pour un peintre est de représenter l'historia, terme que l'on peut traduire par histoire et qu'il faut entendre comme la représentation d'un récit. Au XVIIIe siècle, plusieurs théoriciens comme l'abbé et historien français Jean-Baptiste Dubos ou le critique allemand Gotthold Ephraim Lessing démontrent que contrairement à la poésie ou au théâtre, la peinture est incapable de raconter. Plate et immobile, elle ne pourrait donc représenter le temps. Les peintres doivent ainsi mettre en œuvre des procédés visuels pour rendre lisible la succession dans le temps et signaler le narratif au spectateur afin que celui-ci puisse comprendre qu'il est devant une histoire en train de se dérouler et reconstituer un avant et un après à partir de l'instantané qui lui est présenté. Il peut sembler contradictoire de s'intéresser à la narrativité d'une image lorsque celle-ci est fixe. Pourtant, la médaille accueille une histoire dans son espace. Elle présente par ailleurs la particularité de n'être ni une œuvre peinte et plate, ni une sculpture en ronde-bosse. L'exécution en bas-relief de sa composition lui donne une dimension sculpturale et une matérialité froide, mais elle permet aussi des effets de lumière qui tendent à apporter du dynamisme et du mouvement à l'ensemble. Ainsi, au même titre qu'une œuvre peinte, la médaille peut être la représentation fidèle d'une histoire en acte. Il revient alors au concepteur de cette histoire métallique de trouver le moyen de produire une œuvre immobile, mais qui puisse donner accès à la lecture d'une histoire. La médaille fixe en effet sur son champ une action qui doit être reconnaissable, mais également captivante, afin de susciter l'intérêt de celui qui la regarde. Il s'agit donc de mettre en image une intrigue dynamique, dans la manière de relater plusieurs événements, tout en faisant preuve d'unité dans le récit. Figures et motifs s'assemblent en effet pour former un tout cohérent et ordonné. C'est ce qu'expose Roger de Pile dans sa théorie du tout ensemble, qui correspond au résultat harmonieux créé par les différentes parties du tableau liées et assemblées ensemble. En 1765, Denis Diderot insiste lui aussi sur le fait que les figures doivent faire preuve d'unité pour produire un effet commun. Cette unité dont font preuve les académiciens dans l'élaboration de leurs figures métalliques permet ainsi aux médailles de rendre l'idée d'action et de narration enjeux fondamentaux pour les académiciens quand on se rapporte à la lecture du registre journal, relatant le contenu des séances consacrées aux médailles royales. Les académiciens soulignent en effet systématiquement que les personnages sont en pleine action
et que la médaille représente le moment même du déroulement de cette action. Pour la médaille sur l'entrée de la reine à Paris, le char s'apprête à passer sous l'arc triomphal érigé pour l'occasion. Pour la médaille sur le sacre du roi, l'archevêque s'apprête à poser la couronne sur la tête du souverain. Pour la médaille sur la prise d'Ypres, la personnification de la ville est en train de déposer à terre son écusson et la victoire s'apprête à poser la palme auprès du roi. À déposer la palme, auprès du roi. Les personnages lèvent les mains ou les bras, tendent une couronne ou un écu. Les personnages lèvent les mains ou les bras, tendent une couronne ou un écu, tiennent la main à un autre ou avancent une jambe. Certaines figures identiques reviennent fréquemment au revers, d'où la nécessité d'en diversifier les postures afin d'éviter l'écueil d'une trop grande monotonie. Il en va de même pour le roi qui est tantôt debout, tantôt assis, parfois sur son cheval, seul ou accompagné. Le mouvement des figures permet ainsi l'effet de narration, et si les corps se meuvent dans l'espace circulaire de la médaille, les groupes de figures se déplacent aussi. Qu'il s'agisse ainsi du cortège de la reine lors de son entrée dans la ville de Paris, des guerriers s'étant emparés de plusieurs villes flamandes, ou du quadrige royal tiré par 4 chevaux lorsque le souverain part pour la bataille de Fontenoy, animaux et humains semblent saisis instantanément dans leur marche avant de disparaître du champ de la médaille. Il s'agit ainsi d'un moyen de produire une œuvre qui reste mobile mais qui puisse donner accès au déroulement d'une histoire. Il en va de même pour la médaille, je ne pouvais pas ne pas la mettre ce soir, célébrant la construction de l'Hôtel des Monnaies de Paris en 1770, où les barques semblent bercées par les vagues de la Seine et où la ville semble être prise sur le vif. On constate également l'importance accordée à la question des expressions de visage et en particulier à celle des regards. Les figures de métal se regardent, détournent les yeux ou les lèvent au ciel en signe de supplication ou de grâce. Ces différences de mouvement et de regard contribuent ainsi à donner de la variété et de l'énergie au discours. Cette importance accordée au mouvement corporel et au regard des personnages renvoie à la place que tiennent les gestes dans l'éloquence du discours depuis l'Antiquité. Au XVIIIe siècle, Diderot, toujours lui, s'intéresse lui aussi aux formes les plus diverses de l'expression corporelle. Dans sa lettre sur les sourds et muets, publiée en 1751, il développe l'importance des gestes dans la communication. Pour lui, les gestes sont plus énergiques que la parole et plus révélateurs du caractère et des sentiments de la personne qui les exécute. La description gestuelle des personnages tient toujours une place importante dans ses récits et l'oralité s'accompagne souvent d'une gesticulation éloquente. D'ailleurs, théâtre et peinture sont intimement liés pour le philosophe qui considère le mot tableau comme, je cite, un moment privilégié du spectacle théâtral dont la fonction dramatique et scénique est de transmettre des sensations et la matière intelligible. Fin de citation. Les académiciens conçoivent ainsi leurs scènes métalliques de la même manière que Diderot conçoit ses tableaux dramatiques. Il s'agit de réaliser une représentation statique qui devient l'acmé de l'histoire, ne pouvant s'appréhender que par un langage de l'énergie où les gestes de chaque figure en action annoncent ce qu'il s'est passé avant ou ce qu'il va se passer après le moment représenté. Alors en conclusion, analyser les médailles frappées pour le règne de Louis XV revient à travailler sur un support largement délaissé par l'historiographie actuelle, contrairement aux médailles frappées pour le règne de son prédécesseur, dont les travaux sur la question sont extrêmement nombreux et continus, puisque effectivement, il y a un colloque en juin, je refais une petite publicité, où nous sommes plusieurs donc à intervenir. Pour avoir régné après le Grand Siècle et avant la période de la Révolution française, Louis XV a fait l'objet de beaucoup moins d'études que Louis XIV et Louis XVI. Les médailles frappées pour son règne n'ont également jamais fait l'objet d'analyses approfondies, alors qu'elles tiennent finalement une place particulièrement importante dans l'art et dans la stratégie politique du XVIIIe siècle, et que plusieurs travaux dans l'art et la stratégie politique du XVIIIe siècle. Grâce à la lecture rigoureuse du registre journal, nous avons pu mettre en avant le rôle toujours crucial de l'Académie des inscriptions et belles-lettres dans la conception des médailles du souverain français. Alors que Claude Gros-de-Beauce s'occupe essentiellement de leur légende et de leur iconographie pendant la première moitié du règne, à sa mort en 1753 marque un changement dans la manière dont les académiciens travaillent à l'élaboration des médailles. Ils se regroupent et décident ensemble de plusieurs types métalliques en une séance. Si le processus de création est alors plus rapide, cela montre aussi et surtout l'importance qu'occupe la médaille dans le discours politique du souverain. Elle est toujours un élément essentiel de diffusion du pouvoir. Bien qu'ils ne soient pas forcément intéressés par la numismatique ni collectionneurs eux-mêmes, les membres de l'Académie sont avant tout de grands érudits en matière d'antiquité.
Leur savoir en histoire antique, leur maîtrise parfaite des règles de rhétorique et leur connaissance aiguë de l'actualité leur permettent ainsi de réaliser des images extrêmement stratégiques et persuasives. Je vous remercie.